Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour, je te retrouve pour la deuxième partie de cet épisode sur la prise de parole à propos des sujets sensibles, par exemple les conflits et autres sujets épineux, sujets difficiles, et qui suscitent la controverse. On ne peut pas s'engager dans ces conversations sans prendre de risques, sauf quand tu sais que les personnes avec qui tu parles partagent complètement ta vision des choses. Donc, si tu ressens cette envie de t'exprimer, je te félicite pour ton courage et j'espère que cet épisode t'aidera à définir un plan d'action pour réussir à le faire un jour en français avec confiance. Avant de commencer, j'ai une annonce à faire. Je t'invite à un webinaire le 20 juin qui est, je n'ai pas peur de le dire, une mine d'or d'informations et de questions puissantes sur les phases de l'apprentissage. Chaque apprenant et apprenante apprend différemment. Mais on passe tous et toutes plus ou moins par les mêmes grandes phases quand on apprend une nouvelle langue. En tout cas, si on commence à apprendre après 7 ou 8 ans. Le fait de connaître ces différentes étapes va t'aider à ajuster tes attentes et à te concentrer sur les actions les plus pertinentes à un moment donné. Je vois tellement d'apprenants et d'apprenantes perdre leur énergie et leur temps à se sentir mal, à entretenir des pensées négatives, au lieu de consacrer 100% de leur force à l'apprentissage et à la pratique. Ça me rend folle. Donc, j'ai conçu ce webinaire, qui sera en anglais, comme un guide pour t'accompagner à toutes les étapes de ton apprentissage. J'y parlerai des compétences linguistiques à privilégier à chaque étape, mais aussi de mindset, une sorte de conversation avec tes pensées limitantes pour t'aider à normaliser les difficultés que tu rencontres pour avancer plus sereinement, même quand c'est difficile. Parce que, on va pas se mentir, c'est souvent difficile. Tu pourras le voir, le revoir et y trouver à chaque fois de nouvelles choses qui attirent ton attention et te permettent d'avancer vers le palier suivant. Ce webinaire deviendra ensuite un cours en ligne divisé en courts chapitres, mais le prix sera plus élevé. Donc, si tu veux avoir accès au webinaire interactif du 20 juin à prix réduit, et ensuite au cours en ligne avec ses mises à jour gratuitement et aussi les sous-titres en français dans le cours en ligne, n'oublie pas de t'inscrire avant le 21 juin. Le lien pour plus d'infos et pour t'inscrire est dans les notes de l'épisode. Allez, commençons sur le thème d'aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai parlé d'un dilemme. Quand on a une opinion ou des convictions, il y a un dilemme entre parler au risque de dire des bêtises, de se mettre à dos certaines personnes. Se mettre à dos quelqu'un, c'est que cette personne va être fâchée, va être en colère, va être opposée à nous. Voire même perdre son travail, ou pire, si on parle et qu'on dit des bêtises ou qu'on dit des choses qui fâchent les autres personnes. Et l'autre partie de ce dilemme, c'est garder le silence au risque de ne pas dénoncer des abus et de sentir un poids sur sa conscience. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à des questions, mais en tout cas, on a vu la semaine dernière que quand vous êtes une personnalité publique, tous vos commentaires sont observés. Quant aux gens normaux, toi peut-être, si tu n'es pas célèbre, et moi, l'avantage, c'est qu'on ne touche pas des millions de personnes. Donc l'étendue des dégâts est limitée à un cercle restreint. L'inconvénient, en revanche, c'est que ce cercle restreint est probablement composé de personnes qu'on voit souvent, nos collègues, nos voisins, etc., et qui peut-être même comptent pour nous, notre famille, nos amis, notre cercle proche de connaissances. Donc, si on émet une opinion impopulaire,
on peut potentiellement se retrouver isolé rapidement. Cette semaine, je vais te parler de la prise de parole des gens lambda, de comment certaines personnes ont plus le droit de parler et d'être écoutées que d'autres, de liberté d'expression des habitants et habitantes d'un pays, de la peur de dire des bêtises ou de déplaire, et du défi supplémentaire de parler une langue qui n'est pas ta langue maternelle ou celle dans laquelle tu as étudié le sujet en question. Donc, parmi les gens lambda, qui a plus le droit de s'exprimer? On va commencer par là. On a vu la différence entre les sportifs, sportives et les artistes la semaine dernière. Eh bien, chez les gens lambda, c'est pareil, il y a des hiérarchies. Les personnes en position d'autorité ou en position dominante peuvent prendre la parole plus facilement. À l'opposé, les personnes qui sont moins bien considérées sont moins souvent écoutées. Par exemple, si un ou une jeune s'exprime, on a tendance à accorder moins de crédit à ce qu'elle dit. Je te renvoie au podcast La Poudre avec Salomé Saké, qui est une journaliste qui a moins de 30 ans. Dans cet épisode, on apprend toutes les formes par lesquelles s'exprime le fait que ce qu'elle dit est moins valable que les propos de quelqu'un qui aurait dans la quarantaine ou la cinquantaine. Un autre exemple est le déluge de critiques à la sortie du livre de la jeune youtubeuse Léna Situation. J'ai pas lu son livre, donc je ne peux pas me prononcer sur sa qualité littéraire ou narrative, mais il s'est classé dans les meilleures ventes à sa sortie, mais il a été détruit par beaucoup de gens qui trouvaient scandaleux presque qu'une youtubeuse puisse écrire un livre et que ce soit considéré comme un livre. On a parlé des jeunes, mais il y a aussi l'autre côté du spectre qui est déconsidéré. Avant, on respectait beaucoup les personnes âgées, gardiennes d'une certaine sagesse. Maintenant, les personnes âgées qui ne sont pas célèbres sont souvent mises de côté et pas écoutées. Un autre groupe, ce sont les ouvriers et ouvrières, ou encore des hommes et des femmes de ménage. Quand ils et elles prennent la parole, ces personnes souffrent d'un biais négatif, et ils et elles en particulier, parce que ce sont les hommes et femmes de ménage par exemple, sont des professions très féminines, doivent se battre encore plus pour être écoutés. Et même quand il ne s'agit pas d'exprimer une opinion, mais de dénoncer des violences, la parole des femmes et des enfants est souvent mise en doute, réduite au silence ou minimisée. J'ai écouté un podcast de France Inter l'autre jour qui semblait critiquer le concept de transfuge de classe, ou transclasse, qu'on entend beaucoup depuis quelques années, notamment grâce au succès des livres d'Annie Ernaux, Didier Héribon et Édouard Louis. Le terme de transclasse n'est pas nouveau, mais beaucoup de personnes qui sentent qu'elles n'appartiennent pas au même milieu social que leurs parents, qui pensent qu'elles ont connu une ascension sociale, se sont mises à l'employer. Peut-être de façon abusive, si on se réfère au concept initialement théorisé par la philosophe Chantal Jacquet. Si on veut, le ou la transclasse, c'est en quelque sorte l'anti-Nepo Baby. Je ne sais pas si on a traduit ce terme en français, mais en gros, un ou une Nepo Baby est quelqu'un dont les parents sont déjà célèbres et qui se lance aussi dans une carrière sous les feux de la rampe. Acteur, actrice, chanteur, chanteuse, etc. À l'opposé, un ou une transclasse est quelqu'un qui n'a pas reçu l'aide du réseau familial pour obtenir des opportunités, mais qui a reçu une éducation post-secondaire lui permettant d'accéder à un travail plus prestigieux que les métiers traditionnellement exercés dans sa famille. On peut d'ailleurs noter qu'il et elle prennent la parole une fois qu'il et elle ont atteint ce statut supérieur. Il et elle ont acquis le droit de parler. Et s'il n'y a pas cette ascension sociale, je vois deux voies, deux chemins pour réussir à prendre la parole et être entendu. Le premier, c'est la politique. Et encore, ça reste une exception. Et le rap, la musique. Bref, ce podcast de France Inter revenait sur les discours qui disent qu'aujourd'hui, les récits des transfuges de classe sont à la mode et prennent toute la place. Alors certes, ils prennent plus de place qu'avant, et on les écoute un peu plus. Mais les statistiques montrent qu'ils ne sont qu'une goutte d'eau dans tous les livres publiés. En tête de gondole des magasins et sites de vente de livres,
on trouve quand même beaucoup plus de livres écrits par des gens célèbres, ou en tout cas signés par des gens célèbres qui ont collaboré avec quelqu'un pour l'écrire à leur place. C'est quand même plus facile de vendre quand on a une certaine notoriété. On a vu que certaines personnes sont plus légitimes à prendre la parole ou sont plus écoutées. J'ai surtout parlé des personnes qui sont moins écoutées, mais le corollaire, c'est que d'autres personnes sont plus écoutées. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la liberté d'expression et la question, est-ce que les gouvernements peuvent vraiment garantir la liberté d'expression? La liberté d'expression totale. La liberté d'expression, quand c'est pour soutenir un point de vue contraire à la politique du gouvernement, est régulièrement jugulée, limitée, même lorsque les personnes qui s'expriment le font au nom des droits humains que ces mêmes pays se sont engagés à respecter. On le voit en ce moment dans plusieurs pays, alors que des étudiants essayent de s'organiser en soutien aux civils palestiniens et palestiniennes. Bien sûr, il y a des mouvements et des actes antisémites qu'on doit condamner, mais pour la plupart, ces jeunes demandent juste qu'on en fasse plus pour assurer un traitement humain pour les civils qui sont victimes des bombardements, privés d'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins, pour réclamer que les journalistes puissent faire leur travail sur le terrain sans être pris pour cible. En ce moment, en France, on constate que les permis de manifester, le comportement des forces de l'ordre et la liberté d'expression sont plus favorables aux causes conservatrices. Les causes d'extrême droite, transphobes, anti-musulmans, racistes, lobby contre les associations de défense de l'environnement, etc., qu'à celles de l'autre camp. Il y a un déséquilibre et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Les associations, les militants et militantes sur le terrain le constatent tous les jours et Amnesty International et Human Rights Watch épinglent régulièrement la France pour son hypocrisie. Ces dernières semaines, par exemple, une manif d'extrême droite a été autorisée à Paris, tandis que des députés ont été convoqués au tribunal pour apologie du terrorisme pour leur prise de position sur la situation dans la bande de Gaza. Pas très rassurant tout ça, mais c'est important d'être solidaire et de continuer à s'exprimer en faveur du respect des droits et de la dignité humaine pour les hommes, femmes, personnes non-binaires, enfants de toute ethnicité et confession. Le point suivant que je voulais aborder, c'est la peur de dire des bêtises ou de déplaire. Parce qu'en effet, deux raisons qui peuvent nous rendre timides, nous empêcher d'exprimer notre opinion, sont la peur de dire des bêtises et la peur de déplaire. La peur de perdre des amis ou de se faire critiquer par les autres. Tout d'abord, on ne peut pas parler d'exprimer une opinion aujourd'hui sans parler des réseaux sociaux et de l'abondance d'informations en ligne. En effet, d'une part, on est submergé d'infos en tout genre. Au milieu des vidéos avec des chats qui font des trucs cute, on a plein d'autres infos qui nous arrivent. Et ça provoque des émotions en nous, on a parfois envie de réagir à chaud, c'est-à-dire quand on voit la vidéo ou la news, mais le premier problème est que ce qui est dit n'est pas forcément vrai ou pas forcément quelque chose de récent. Donc, on doit quand même prendre le temps de vérifier les informations. Une fois passé ce premier écueil, un écueil est un obstacle potentiel, peut-être qu'on va poster un message en réaction. Et là, on peut vite se retrouver la cible d'attaques de trolls ou de gens qui n'ont aucun état d'âme à agresser verbalement d'autres personnes sous le couvert de l'anonymat des réseaux sociaux. Si tu écoutes mon podcast, j'imagine que tu es quelqu'un de respectueux et que tu réfléchis avant de parler, mais n'oublie pas que les gens qui parlent à tort et à travers, c'est-à-dire qui parlent sur tout et n'importe quoi et sans réfléchir, sont nombreux. Que les gens qui défendent les idées qui limitent les droits de certaines personnes et que celles et surtout ceux qui croient tout savoir sur tout mais ne sont pas des experts, hésitent beaucoup moins que toi à prendre la parole. Je ne sais pas si tu connais l'effet Dunning-Kruger, aussi connu en français sous le nom de biais de surconfiance. C'est un biais cognitif qui, pour schématiser grossièrement, a comme conséquence que les personnes les moins qualifiées ont tendance à surestimer leurs compétences. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on peut penser qu'on en connaît beaucoup sur un sujet, alors qu'en fait, non. Et à l'inverse, les personnes les plus qualifiées
sous-estiment leurs compétences. En fait, elles surestiment surtout celles des autres, parce que pour elles, ce qu'elles savent est normal. Alors qu'en fait, pas du tout. Moralité, si tu connais bien le sujet, que tu l'as étudié de façon formelle ou que tu as beaucoup lu des sources variées, aie confiance en toi. Et si l'autre en face de toi est vraiment un ou une experte, alors écoute et apprends. J'insiste sur les sources variées parce que c'est toujours utile de confronter les points de vue pour ne pas être victime d'un biais de confirmation en ne cherchant que des arguments qui confirment nos croyances. Et cette peur de dire des bêtises ou de déplaire, je pense que tu seras d'accord avec moi, elle est décuplée, c'est-à-dire multipliée par 10, elle augmente énormément, quoi. Elle est décuplée quand tu dois discuter d'un sujet sérieux dans une langue que tu ne maîtrises pas à 100%, ou que tu maîtrises peut-être, mais dans laquelle tu n'as pas confiance en toi. Et c'est là que j'en viens au cœur du sujet qui te concerne, comment développer ta confiance pour participer à ce genre de conversation, ou même t'engager en français dans la défense de causes qui te tiennent à cœur. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de détours pour en arriver là, mais en fait, mon sujet original était sur la prise de parole des personnes célèbres, que je voulais comme un épisode de type argumentation d'Alf. Et puis, de fil en aiguille, je me suis demandé comment cette réflexion pourrait être utile aussi dans ton parcours d'apprentissage. Donc c'est là que j'ai décidé de faire ce deuxième épisode et que j'arrive enfin au cœur du sujet qui te concerne directement, en tant qu'apprenant ou apprenante de français. Alors premièrement, tu ne peux pas aborder ces sujets avec tout le monde, with everyone, ni avec n'importe qui, with anyone. Si tu te trouves en face de quelqu'un qui partage tes idées, ça ira peut-être. Encore que vous ne serez peut-être pas d'accord sur tout, ou c'est possible que tu passes à côté de nuances et de détails importants, notamment en raison de la différence culturelle qui peut influencer la perception des situations. Ou pire, tu penses que la personne pense comme toi, tu commences à discuter, et au fil de la conversation, tu te rends compte qu'elle a un point de vue avec lequel tu n'es pas d'accord. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu t'opposes ? Est-ce que tu te tais ? C'est une situation qui est un peu délicate à gérer. Si tu n'as jamais pratiqué de discuter de ces sujets sensibles en français, tu risques de ne pas être à l'aise du tout et surtout de paniquer car tu doutes de tes compétences. Et à cause du stress, du manque de pratique, tes compétences vont effectivement diminuer. C'est un cercle vicieux qui se met en marche. Et en plus, je sais que tu as à cœur de ne pas offenser involontairement ton interlocuteur, d'où un stress supplémentaire. Tu as peut-être les outils pour le faire dans ta langue maternelle, mais tu n'as pas confiance pour être sûr d'éviter les faux pas en français. Plusieurs de mes coachés m'ont d'ailleurs contacté précisément parce qu'elles ont écouté mon podcast et savent qu'ils et elles pourront parler en toute liberté et que même si on n'est pas toujours d'accord, je saurai rester neutre. Ou au contraire, je peux aussi jouer l'avocat du diable et les challenger en leur opposant des arguments auxquels ils et elles devront répondre pour défendre leur opinion. C'est ce qu'on faisait dans les groupes de conversation du salon de français, en petit comité de 3 à 4 apprenants et apprenantes. J'ai hâte de recommencer, mais j'ai pas encore prévu de date pour une nouvelle session. Je te tiendrai au courant dans tous les cas. Et le programme de grammaire avancée qui commence en septembre inclura des travaux d'expression écrite et un café français, un moment d'échange mensuel qui te permettra de développer les outils linguistiques pour acquérir plus de confiance. Donc, en attendant la reprise du salon de français, tu peux en profiter pour t'inscrire à ce cours avancé, travailler sur ta grammaire, ton argumentation, travailler sur l'écriture et augmenter tes compétences fondamentales en français. Et en attendant, dans ce podcast, aujourd'hui, voici quelques conseils pratiques si tu veux t'aventurer sur ce terrain de l'argumentation et de la défense de tes opinions. Premièrement, travaille ta compréhension des détails. Pour te familiariser avec un sujet et les différents points de vue, je te conseille de commencer par des supports écrits pour avoir le temps de chercher le vocabulaire clé et de réfléchir au sens des phrases complexes. Tu peux même commencer par te familiariser avec le sujet dans une langue que tu maîtrises bien, de façon à aborder le contenu en français
avec une certaine connaissance du contexte. Ça aide vraiment. Et ça te permet aussi de te rendre compte de la différence potentielle de traitement des sujets selon le background culturel. Un même thème ne sera peut-être pas traité de la même façon aux États-Unis et en France par exemple. Deuxièmement, en parlant de différences culturelles, dans le cas du français, pourquoi pas aller voir en dehors des médias français de France. Par exemple, en ce moment, il y a des émeutes violentes en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si émeute est le terme correct, mais faute d'avoir complètement recherché sur le sujet, je vais utiliser ce terme. Et c'est clairement un conflit post-colonial avec des Kanaks de Nouvelle-Calédonie qui veulent aller plus loin dans la décolonisation, tandis que le gouvernement français continue d'assumer une position colonialiste et dominatrice, marquée par l'absence de discussion. Les médias francophones du Canada, par exemple, permettent d'avoir une vision plus neutre de la situation, car ils ne sont pas partie prenante. Ils ont un point de vue vraiment extérieur, donc un angle différent des médias français de France. Et par exemple, ils n'hésitent pas à pointer du doigt le cœur du problème, la question coloniale-décoloniale, tandis que les médias mainstream français font souvent abstraction de ce qui est pourtant à l'origine du conflit. Malheureusement, on n'a pas d'expression en français pour dire que c'est « the elephant in the room », l'éléphant dans la pièce, dont presque personne ne parle. Bon, bien sûr, c'est possible de trouver des médias français qui abordent ce problème. Par exemple, sur France Culture, tu trouves de nombreuses émissions avec des intervenants qui en parlent. Mais ce n'est pas forcément consulté par la majorité des Français. Troisième point, entraîne-toi. Évidemment, la pratique est essentielle. Fais une liste de sujets qui te tiennent à cœur, sur lesquels tu veux pouvoir t'exprimer avec fluidité, et prépare tes arguments, organise tes idées et apprends à les formuler en français. Et si tu utilises le français pour travailler dans un secteur sensible, entraîne-toi plus particulièrement en reproduisant les situations que tu rencontres dans le cadre de ton boulot. Par exemple, si tu es diplomate, si tu travailles dans les relations internationales, dans les organisations non gouvernementales, etc. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent sur le vocabulaire, n'oublie pas de réviser régulièrement, surtout si tu n'as pas l'occasion de pratiquer au quotidien. Parce qu'on oublie vite, malheureusement, si on ne pratique pas. Le quatrième point, c'est la question de l'accent, qui revient souvent aussi. Quand on n'est pas francophone, ou même quand on est francophone de régions qui sont moins prestigieuses, on est inquiet à propos de son accent. Et ça, c'est en raison du phénomène de glottophobie, qui est l'association de certains stéréotypes négatifs avec certaines façons de parler et la dévalorisation de certains accents jugés moins prestigieux. Notre façon de parler influence souvent notre crédibilité. Les Français ont souvent du mal à prendre au sérieux des politiciens avec un accent du Québec ou francophone du Canada. Même en France, l'accent du Sud de l'ancien Premier ministre français Jean Castex a été traité comme un événement extraordinaire, car c'était la première fois qu'on entendait quelqu'un à ce niveau de responsabilité avec un accent régional. C'est très difficile de changer son accent, mais c'est possible en travaillant sur sa prononciation, son intonation, etc. Mais veut-on vraiment donner raison à celles et ceux qui nous critiquent d'avoir un accent ? Si c'est vraiment une souffrance pour toi, tu peux faire un travail sur la phonétique du français pour te rapprocher d'un français standard, qui n'est pas vraiment le français parisien, c'est autre chose. Ou bien tu peux travailler sur ton attitude, accepter que tu as un accent sans t'excuser, tant que ta prononciation est claire, il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir un accent, et renvoyer une image de confiance qui mettra les gens à l'aise et qui fera que les gens accepteront cette particularité, cet accent, comme une partie de toi et non comme quelque chose qui a besoin d'être corrigé. Bien sûr, tu peux aussi combiner les deux, faire un travail phonétique pour régler certains défauts qui peuvent nuire à une communication claire et en parallèle travailler sur ton attitude sans chercher à gommer toute trace d'accent de ta façon de parler. Finalement, dernier point, numéro 5, attention, alerte wokisme, qui est devenu une insulte en France. Si on veut s'attaquer aux racines de ce qui va mal, on est obligé de parler de décoloniser nos esprits et nos pratiques,
que ce soit du côté des dominants comme des dominés. On doit aussi parler du patriarcat et de remettre en question l'exploitation tant de la Terre que des humains. Même si ces concepts sont polarisants et suscitent l'animosité immédiate de certaines personnes, je trouve que pouvoir démontrer le caractère systémique des failles et d'afficher les objectifs cachés derrière certains récits comme les croisades, la colonisation, la méritocratie, etc., ça permet dans une certaine mesure de ne pas attaquer frontalement les individus. On ne critique pas les individus qui ont hérité de toutes ces croyances, mais on attaque le système. Peut-être que la personne à qui tu parles n'a jamais réfléchi de cette façon, parce que c'est vrai, on a hérité d'un grand nombre de croyances et de pratiques qu'on n'a jamais remises en question, les considérant normales, jusqu'au jour où quelqu'un nous présente une information qui nous fait réfléchir et nous amène à voir les choses sous un nouveau jour. Donc peut-être que tu es cette personne qui va permettre de commencer à créer un chemin dans la tête, dans la conception du monde de cette personne. Donc en conclusion, même si c'est difficile de s'exprimer sur des sujets sensibles et polarisants, que ce soit dans ta propre langue ou en français, si c'est quelque chose qui est important pour toi, je t'encourage à prendre ton courage à deux mains et au minimum à affirmer tes valeurs, en faisant attention de ne pas juger celles des autres. Rien ne t'empêche de rester factuel en pointant qu'un propos est raciste par exemple. Donc centrer sur les propos ou les commentaires plutôt que sur la personne qui les prononce permet d'atténuer la violence de l'accusation. Si tu es dans un contexte où tu es en sécurité bien sûr, et si l'autre personne est ouverte à la discussion. Si elle se permet de te juger ou d'entrer en conflit, c'est souvent inutile de perdre ton énergie et ton temps avec cette personne. Donc passe à autre chose et évite le sujet si tu revois cette personne, par exemple un ou une collègue au travail ou un membre de ta famille. Et si affirmer tes valeurs et tes opinions met ta vie et celle de tes proches en danger, toi seul peux décider si tu veux prendre le risque ou non. Donc tu as le droit d'avoir ton opinion. Tu ne pourras peut-être pas faire changer d'avis l'autre personne, mais au moins tu participes à lui montrer qu'un autre point de vue existe. Dis-toi que les commentaires qui sont contre les droits humains et ou discriminatoires envers les groupes dominés sont tellement majoritaires que toute contribution qui va dans le sens du progrès social, même si c'est fait maladroitement en français, est nécessaire pour que les personnes qui partagent tes idées se sentent soutenues. Plus tu vas t'entraîner à le faire, plus tu vas t'améliorer. Pour prendre le cas des apprenants et apprenantes de français, on a besoin à la fois des personnes qui aiment la culture française traditionnelle et aident à perpétuer ce qui fait sa singularité, une certaine conception des relations hommes-femmes par exemple, mais aussi on a besoin des personnes qui critiquent son côté patriarcal, conservateur et colonialiste pour éviter de perpétuer les excès du passé. On peut même être dans les deux catégories en fait. Il y a une expression française qui dit « qui aime bien, châtie bien ». Ça veut dire que quand on aime beaucoup quelque chose, on n'est pas indifférent. On est investi dans son développement et on veut le rendre meilleur. Pour cela, on n'hésite pas à donner du feedback constructif, même si ça peut paraître comme une critique. Et je dois t'avouer que chaque fois que je fais un podcast où je donne mon opinion, je dois me battre avec moi-même pour continuer d'avancer et pour le sortir. Souvent, je reste assez soft, je pense, dans mes commentaires pour justement éviter tout jugement du mieux que je peux. J'ai le luxe de pouvoir écrire et réécrire, ce qu'on ne peut pas faire à l'oral, mais la réflexion écrite permet de faire ce travail pour être plus préparé quand on doit prendre la parole. Mais malgré ça, la pensée que certains auditeurs, certaines auditrices vont me juger est difficile à accepter. Bon, je vais peut-être perdre des auditeuristes, mais je vais aussi devenir plus populaire auprès d'autres. C'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme dit une autre expression. Je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'inscrire au webinaire et à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Le programme avancé de grammaire qui commence en septembre aussi. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle thématique. Ciao, ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.